Le FC Barcelone, ce club qui nous aura fait tant rêver par sa philosophie et son style de jeu pendant plus d'une décennie, est maintenant un club au bord de la faillite économique et dans une grande détresse sportive. Alors, quelles sont les raisons de cette situation et d'une telle descente aux enfers ? Quelles sont les perspectives d'avenir et les solutions pour le club catalan ? Le Club 115 s'est posé. Voici le premier épisode du tableau noir du Club 115. Le ballon en retrait, Messi pour la maille. Ah là là là, le troisième but pour le Barça. A Smith screen, posing on the bench. Oh! LeBron James with no regard for human life. Allez là-bas, petit coup sur un planche. Barça. Le FC Barcelone, un club en crise, un club qui va mal, qui a perdu le meilleur joueur de son histoire et qui doit se reconstruire. Et c'est le sujet du premier tableau noir de l'histoire du club 115. Et du coup, avec moi, Baptiste, pour en parler. On va en parler pendant quelques dizaines de minutes. Bonjour Baptiste. Exactement. Du coup, on va diviser cette vidéo en 3 parties. On va explorer un peu les causes de cette situation. Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi après tant de succès et tant de gloire dans le football, on en est arrivé là, à un club qui galère. Donc d'abord, voilà, les raisons de ce déclin. Ensuite, un peu, je te propose de faire les enjeux de ce mercato et des mercatos à venir pour le président Laporta, après. Et ensuite, les solutions d'avenir, les solutions qu'ont le FC Barcelone, pour se remettre sur le devant de la scène, pour redorer un peu son blason et revenir sur la voie du succès. Moi ça me va, je trouve ça très bien. Eh bien, partons maintenant en 2012. 2012, qu'est-ce qui se passe ? 2012, c'est l'introduction de Sandro Rosell à la présidence du FC Barcelone. Une présidence qui va se passer, qui va voir venir Neymar au FC Barcelone après un transfert qui a eu des remous, qui a présenté son petit lot de scandales déjà à l'époque. Et ce scandale de l'indemnité de transfert et de toute cette bataille juridique avec Santos mènera à la démission de ce même Sandro Rosell, qui voit venir ensuite à la présidence du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu. Alors, toi déjà, quel souvenir t'en as de cette présidence de Bartomeu à Barcelone ? Je pense que la présence de Bartomeu à Barcelone représente le déclin de ce club, puisqu'on a le dernier titre de Ligue des Champions qui arrive en 2015, donc à l'époque où il y avait la MSN. Donc à ce moment-là, on a un FC Barcelone qui a son apogée, qui a l'apogée de sa présence, de son histoire post-Pep Guardiola. Puisque le dernier titre européen remontait à 2011, on était encore sous Guardiola. 2015, dernière Ligue des Champions, et donc c'est après que ça commence à décliner. Mais ça décline dès l'année de la remontada en 2016-2017 face au PSG, où le Barça avait passé un tour, et puis après... Et puis toutes les grosses illusions européennes qui ont suivi. Donc pour moi, la présence de Bartomeu, en une phrase courte, elle représente les échecs européens du Barça. Oui, c'est ça, parce que en championnat, en vrai, là, après avoir fait quelques petites recherches, en championnat, sur ces 6 ans de présidence, le FC Barcelone, c'est champion 4 fois et ça sort pas des 2 premières places. Donc ça a été quand même, il y a eu des très très bons, des très beaux succès à travers ces années. Des Coupes du Roi, des triplés aussi, Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions, Coupe du Roi et Championnat. Bon, c'est
Au niveau national, au niveau local, c'est plutôt des bons résultats, comme tu as dit, en Ligue des Champions. Après la saison 2014-2015 qui a vu le FC Barcelone gagner en finale contre la Juve 3-1, avec un trio de la MSN inarrêtable. Enfin, c'était incroyable. On a vu quand même un déclin d'année en année. Hein, on a vu qu'après ce titre de 2015, le FC Barcelone est resté bloqué en quart de finale, 3 années de suite. Ils arrivent en demi-finale en 2018-2019, où malheureusement ils se font totalement éclater par le Liverpool de Klopp lors du match retour. Et après, donc voilà, un Barcelone un peu groggy. Ils reviennent l'année d'après, quart de finale contre le Bayern Munich, on s'en souvient, le 8-2. Le 8-2 quand même avec le doublé de Coutinho prêté par le Barça, petit pied de nez. Et l'année d'après, ils s'arrêtent en 8ème de finale contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment à ce niveau européen que ça a pêché. Mais je pense que au-delà des résultats bruts, je pense qu'on peut parler du niveau de jeu du Barça. Oui, le niveau de jeu du Barça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils sont toujours restés fidèles à leur philosophie. D'ailleurs, ça leur a coûté cher lors des rendez-vous européens, puisque c'est puis qu'ils ont perdu, mais c'est aussi avec leur philosophie qu'ils ont gagné. Tu as rappelé à juste titre que le Barça était très très régulièrement champion d'Espagne, et on remarque que leur système de jeu, leur manière de faire, elle fonctionnait très bien en Liga sur un championnat, mais beaucoup moins bien face à des adversaires qui étaient désormais très physiques comme en Coupe d'Europe, et face à des joueurs très rapides. On le sait, on l'a vu face au Bayern, on l'a vu face au PSG cette année. Donc le Barça a toujours perdu ou gagné avec sa philosophie, on peut pas leur enlever ça. C'est déjà un point important à souligner selon moi. Oui, c'est ça. Après, bon, on va pouvoir parler des joueurs qui étaient inclus dans cette équipe, qui auraient dû faire perdurer un peu cet ADN Barça et cette philosophie de jeu, parce qu'on sait que même si leur intention a toujours été la même dans le jeu, dans la réalisation, c'était quand même pas ça. C'était quand même beaucoup moins bien. Et donc voilà, on va pouvoir un peu aussi voir par les entraîneurs qui sont passés, hein, mine de rien, parce que comme on en parlait, l'après Guardiola était quand même pas facile à gérer au niveau du FC Barcelone. On a eu l'arrivée donc on avait Tito Vilanova qui était arrivé, qui devait prendre la succession, ancien adjoint de Guardiola. Devait prendre la succession de Guardiola au Barça. Malheureusement, problème de santé, on le sait, on les connaît, qui ont obligé Tito Vilanova à quitter son poste. Et à ce moment-là, c'est donc Tata Martino qui arrive. Tata Martino qui est arrivé, qui est resté une seule saison au Barça avec un seul trophée remporté, oui, la Supercoupe d'Espagne. Et qui a dû gérer aussi cette polémique autour du transfert de Neymar. Alors toi, Tata Martino, pareil, quel souvenir, quel regard tu portes un peu sur son court passage? Déjà, Tata Martino, il prend un FC Barcelone qui a pour la première fois depuis des années pris une terrible désillusion en Coupe d'Europe, puisqu'il les prend à l'été 2013. Et hors la saison précédente, la saison 2012-2013, le Barça coule littéralement en demi-finale de la Champions contre le Bayern Munich, 4-0 à l'Allianz Arena, ils reprennent 3-0 au Camp Nou. Donc c'est la première fois depuis des lustres qu'on a un entraîneur du Barça qui doit reprendre une équipe malade, ou une équipe en tout cas qui a subi une grosse désillusion, malgré la victoire en Liga cette année-là tout de même, il faut le souligner. Et donc il gère l'arrivée de Neymar, et il commence, je pense, à poser les bases du Barça qui gagnera en 2014-2015. Oui, c'est clair qu'il a eu une petite influence quand même, hein, sur les résultats. Mais après donc Tata Martino, on a l'arrivée de Luis Enrique, qui restera quelques années, qui gagnera aussi des trophées. Donc ça, l'obtention des trophées, les résultats sportifs, c'est pas forcément un problème, hein, pour ce Barcelone-là depuis Guardiola. Mais on sent quand même que dans le jeu, y a moins cette magie qu'on a pu retrouver dans le Barça entre 2005 et 2011-2012. Y a moins cette fluidité dans le jeu.
on s'en remet beaucoup plus à Messi. C'est Messi dans ces années-là, j'ai l'impression que c'est vachement l'arbre qui cache la forêt. C'est Messi qui porte le Barça. Heureusement Messi... pour eux, il n'y avait pas eu de blessure. Vas-y. Oui, je te coupais parce que sur la première année, Luis Enrique, c'est Messi et globalement la MSN. Mais je suis totalement d'accord, je souscris totalement à ce que tu dis. On a eu beaucoup plus les individualités qui ont sauvé le Barça qu'un système de jeu collectif comme sous Guardiola. Ou même sous Guardiola, on avait David Villa, on avait Pedro, on avait les trois du milieu qui étaient vraiment collectifs, on avait un vrai schéma, alors que là, on était content quand Neymar savait faire un truc dans son coin, Messi faisait aussi... C'était merveilleux, mais c'était individuel, on avait un Suarez monstrueux, donc c'était vraiment plus la même chose. Le Barça en 2015 gagne sur les individualités, mais ne gagne plus sur un collectif monumental. Ouais, c'est ça. Avant les individualités servaient le collectif. Maintenant, c'est un peu l'inverse. On a perdu un peu ce côté sacrifice et service au collectif. Donc, Luis Enrique, Ernesto Valverde qui arrive, mais encore une fois, le jeu, c'est pas ça. On reviendra sur les transferts et sur les mercatos qui ont été effectués d'année en année plus tard. Et ensuite, on a cette période de flou. De toute façon, là, c'est depuis 2014, depuis 7 ans, c'est le mot qui me vient à l'esprit pour qualifier Barcelone, c'est l'instabilité. Tu peux pas avoir eu en 7 ans Villanova qui a fait quelques matchs, Tata Martino qui a fait 1 an, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién, et maintenant... mince, j'ai perdu son nom. Maintenant Koeman. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible, et c'est cette instabilité, je trouve, qui a un peu déstabilisé et fait que les dirigeants ont agi, surtout au niveau des transferts, des contrats et des joueurs, dans la précipitation, et voilà, ils n'ont pas réfléchi au long terme. Oui, et j'ajouterais à l'instabilité, j'ajouterais le déracinement. Je trouve que le FC Barcelone a progressivement un petit peu oublié ce qui faisait ses forces. On le verra probablement un petit peu plus tard dans la vidéo, on parlera de la Masia, mais on parle aussi un petit peu parfois de l'oubli de l'identité catalane. On a eu moins de joueurs catalans ou espagnols qui sont arrivés au club. On a eu aussi la perte du sponsor traditionnel UNICEF. On s'en souvient, sous les années Guardiola et même avant, le club était sponsorisé principalement, en tout cas avait UNICEF sur son maillot, et ils ont été remplacés par Qatar Airways, donc je trouve que c'est un symbole assez fort. Donc on a progressivement un club qui a muté, qui a essayé peut-être d'aller plus sur une zone business, et qui s'est finalement un petit peu oublié dans tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, là en tête, là, j'ai des recrutements un peu bizarres. Le recrutement d'Arda Tourane, bon, en fait, c'est souvent des recrutements de noms et pas forcément de profils qui pouvaient s'intégrer à l'ADN Barça et au jeu du FC Barcelone. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si t'as d'autres noms un peu qui te viennent à l'esprit sur ces recrutements-là. Paco Alcacer aussi, là, qui est venu pour faire une pige. Oui, Paco Alcacer, mais je trouve que le plus symbolique, c'est Antoine Griezmann. Parce qu'Antoine Griezmann avait fait son trou, que ce soit en équipe de France ou à l'Atlético, en tant que deuxième attaquant. Or, à Barcelone, on savait qu'il ne pourrait pas jouer dans ce schéma-là. On savait qu'il était voué à jouer sur l'aile, au pire sur l'aile gauche, au mieux sur l'aile droite, mais que de toute façon, il n'allait pas jouer dans un système qui lui convenait. Et puis ça n'a pas manqué. Et après 2 années désastreuses, bon, il a déjà dû quitter le club. Donc moi, je pense que Griezmann, c'est le symbole parfait de cette... Et le Barça de recruter des noms et non pas des profils pouvant s'incorporer à une équipe, comme l'a par exemple fait très bien ces dernières années Liverpool en Angleterre. Je suis d'accord avec toi. Du coup, je te propose de passer à notre deuxième point, qui est cibler un peu Laporta, donc nouveau président depuis quelques mois. Quels sont les enjeux de son mandat, quelle politique il doit mener, et on va voir un peu le bilan de ce mercato qui s'est terminé il y a quelques jours. Donc toi, pour l'instant, là, si tu devais donner un ordre d'idée sur ce que doit faire Laporta dans son mandat, qu'est-ce que ça serait ? La première des choses à faire, ça va être d'assainir les finances du club, que le club reparte sur de bonnes bases, et puis ensuite essayer de refaire un petit peu vibrer cet esprit catalan, peut-être faire en sorte de mettre en valeur les... Donc je pense que ça va être les deux
socle principal, et le troisième, à terme, donc peut-être dans 2-3 ans, ramener une nouvelle star au FC Barcelone. Laporta, quand il avait repris le club déjà au début des années 2000, c'était un club malade, il avait réussi à ramener Ronaldinho, et derrière, tout avait redémarré. Donc il a déjà montré qu'il était capable de faire redécoller le club, et pour moi c'est probable qu'il y arrive de nouveau par ces mêmes recettes, finance saine, catalysation du club et star internationale. Je suis d'accord avec toi, l'objectif numéro 1, ça va être l'assainissement des finances, hein, de toute façon. Il l'avait dit en conférence de presse que la dette s'élevait à 1,35 milliard d'euros, avec une valeur brute de moins 451 millions, et une masse salariale qui est 25 à 30% au supérieur à ce que peuvent présenter les autres clubs. Donc c'est vraiment cet assainissement des finances pour travailler tranquillement qui est nécessaire, quoi. Ils peuvent plus tenir à emprunter encore une fois aux banques espagnoles. C'est un modèle qui est plus viable si on n'a pas d'État, de président État, voilà, derrière nous, comme peuvent l'avoir Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain. Surtout en ces temps de difficultés économiques, c'est pas possible de tenir encore ce même schéma d'emprunt et de salaire exubérant, surtout par rapport à ce que les joueurs apportent sur le terrain, parce qu'on parle quand même de boulet, hein. Non, rien là-dessus? C'est juste que non, je pensais t'avoir perdu, désolé. Non, moi je suis totalement d'accord avec ça, et j'estime que le FC Barcelone d'ailleurs devrait prendre modèle sur ce qui s'est fait à la Juve au début des années 2010 par exemple, avec Agnelli qui a reconstruit le club, un club qui était malade aussi. Du coup pareil, finance saine, meilleurs joueurs italiens, bon petit coup sur le marché des transferts. Et puis aujourd'hui évidemment, moi je pense que le Barça doit prendre modèle aussi sur un club comme le Bayern, qui a aussi une forte culture locale avec la Bavière, et puis qui réussit à prendre les meilleurs jeunes allemands à ses concurrents. Je pense que le Barça doit faire la même chose mais en version espagnole, progressivement, pour retrouver une équipe cohérente, des joueurs qui auront une bonne entente sur le terrain. Voilà, je pense que ça va passer par ça, c'est les gros piliers. Non plus sous-estimer le fait que le FC Barcelone est très très fort dans le business, c'est un merchandising de fou. Certes, ils ont perdu quand même des mecs comme Neymar, comme Messi, même Griezmann, donc ça va moins vendre de maillots, mais les visites du Camp Nou seront toujours là, le public reste là, les étrangers qui viennent par dizaines de milliers chaque année, ça reste toujours là, donc l'argent va rentrer dans les caisses, et petit à petit, la machine peut redécoller. Mais par contre, comme tu disais, faut arrêter les excès, faut arrêter ce modèle qui n'est pas viable. Ouais, et puis mine de rien, là cet été, du coup, on peut passer à ce petit bilan du mercato, hein. C'est que moi je trouve qu'il a quand même réussi à remplir, à mettre la première pierre de cette reconstruction. C'est-à-dire voilà, de dégager un peu des joueurs indésirables. On l'a vu, là, le dernier jour du mercato, Antoine Griezmann et son salaire mirobolant de 35 millions par an, qui s'en va en prêt à l'Atlético Madrid. Et ça, je trouve, ce qui est vraiment intelligent, c'est de ne pas avoir pris de joueurs en échange. C'est-à-dire que tu te débarrasses complètement du joueur. Le prêt hier soir de Miralem Pjanic en Turquie, à Beşiktaş. Ça aussi, Miralem Pjanic a acheté 60 millions d'euros, donc un gros investissement, gros salaire, mais qui n'a jamais rien montré non plus. Bon, c'est bien, on commence. Il y a encore des indésirables comme Umtiti, l'anglais, Coutinho, mais petit à petit, de toute façon, il ne peut pas faire des miracles, hein. Il ne pouvait pas non plus jeter tous les indésirables comme ça en un été, mais voilà, ça commence avec des renforts aussi libres. Avec des profils différents, mais voilà, moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait cet été. Tu peux peut-être nous parler un peu des arrivées, un peu de ce que t'en penses, toi? Moi, déjà, je pense qu'il pouvait pas faire beaucoup mieux déjà. C'est le premier point. Ensuite, sur les arrivées, on a tous en tête évidemment le secteur offensif du club. Memphis qui arrive libre. Bon, Memphis, même malgré toutes les critiques qu'on pourrait faire sur lui, qui sont entendables, ça reste un bon coup quand tu le signes gratuit. C'est un bon coup. Agüero, pourquoi pas, après tout, il le prend libre aussi. Donc, moi, je pense qu'Agüero, sur des matchs de Liga, il peut encore faire le taf, mais il faut qu'il soit de nouveau fit. Il prend Luc de Jong. Je
pense que ça va être un peu un coup à la Braithwaite en Liga. Cette année, je pense pas qu'ils aient des ambitions vraiment européennes, même si ça reste le FC Barcelone. L'ambition principale doit être de tenir le podium en Liga, de continuer à se qualifier en Ligue des Champions, parce que mine de rien, c'était pas assuré au départ avec tous les départs. Donc je pense que ça va faire le taf. Et non, la majorité des recrues pour moi sont plutôt cohérentes côté Barcelone. Après, on va voir si ça manque pas un peu de puissance offensive, mais bon, le milieu est là. Il y a toujours quand même des joueurs comme De Jong, il y aura des petits jeunes, on en reparlera. T'as toujours Dembélé, donc ces recrues devraient quand même relativement bien s'intégrer. Je trouve qu'il a fait du bon taf pour un premier mercato. Ouais, puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir récupéré Eric Garcia, voilà, qui a été formé au Barça, à la Masia justement, donc un retour un peu aux bases avec un joueur qui incarne quand même l'avenir de la défense espagnole. Il a seulement 20 ans. Donc voilà, c'est par ces petits coups, comme tu dis, ces petits coups intelligents. Pareil, les années précédentes, d'avoir pris Pedri à 20 millions d'euros. Maintenant, 20 millions d'euros, Pedri, ça semble être un cadeau du ciel. Donc, c'est cette reconstruction petit à petit, avec des coups un peu malins sur le marché des transferts, et s'appuyer aussi sur leur vivier à eux. Parce qu'on a vu aussi qu'ils voulaient reprendre. Il y aurait eu une offre pour Dani Olmo, qui était aussi transfuge originaire du FC Barcelone. Donc à voir si c'est vraiment leur politique, s'ils veulent vraiment en revenir à cette catalanisation, cette influence de la Masia dans leur équipe. Je pense que c'est par là que ça doit se faire. Et c'est le sujet de notre troisième partie. Hein. Se tourner vers la maison, je pense que c'est là la solution, la perspective d'avenir pour le FC Barcelone. Je pense que c'est la Masia. C'est la recette du club. Il y a un petit retour. Non, moi je t'entends très bien. Nickel. Ok, parfait. Non, évidemment, c'est comme ça que le FC Barcelone a connu ses grands succès. C'est ce qui a fait le charme de ce club. Sortir des grandes pépites qui sont devenus des immenses joueurs. Xavi, André, Puyol, bien sûr Lionel Messi, et une équipe cohérente avec un jeu collectif cohérent. Donc, on l'a déjà dit en début de vidéo, c'est comme ça que le Barça va revenir. Est-ce qu'ils auront une génération si brillante que ce qu'ils ont eu il y a une décennie ? C'est pas sûr du tout. Mais par contre, ils peuvent toujours reconstruire une équipe qui sera tournée autour des mêmes valeurs et qui, complétée de bons petits joueurs étrangers, pourra redonner des succès au Barça. La Ligue des Champions, est-ce qu'ils la prendront ? Ça, on peut pas encore savoir, on n'en est pas du tout à ce stade-là. Mais déjà, qu'ils fassent des belles performances en Liga, ce sera un bon début. Ouais, c'est ça. Bon, après, ressortir des talents générationnels comme Iniesta, Xavi, Puyol, Messi, bon, ça risque pas d'arriver, qu'importe le club ni le centre de formation de toute façon. Mais faut apprendre aussi des succès du passé. C'est-à-dire que le grand Barça qu'on connaît, des fois, sur les 11 joueurs sur le terrain, il y en avait 7 qui étaient formés à la Masia. Donc c'est ça aussi, ils doivent apprendre de leur succès du passé et pas des erreurs cette fois-ci. Alors, les erreurs, ils les ont fait dans le passé récent. Il faut maintenant voir ce qui avait marché par le passé. Et moi, je trouve que c'est une aberration ces dernières années de ne pas s'être appuyé sur moi ce que je pense être le meilleur centre de formation d'Europe. Avec des gamins qui jouent ensemble dès les catégories jeunes. Dès qu'ils ont 10 ans, ils jouent ensemble, même plus tôt. Donc ne s'appuyer sur des joueurs qui sont peut-être moins forts individuellement que des grandes stars qu'ils ont pu acheter, mais collectivement ça clique un peu plus, c'est plus fluide et du coup l'équipe est meilleure. Voilà, je trouve que c'est ça aussi qui a été leur grande erreur ces dernières années. Je suis d'accord avec toi, et puis ça rentre aussi dans la politique du coup d'assainissement des finances du club. Et puis on remarque que du coup le taf qu'ils n'avaient pas réussi à faire avec la Masia, ils avaient essayé un peu de le réparer, par exemple en prenant un joueur comme Frenkie de Jong, qui est formé à l'Ajax, qui a donc les préceptes du jeu du Barça. Mais c'est dommage d'avoir dû acheter un tel joueur, même s'il est incroyable. Mais c'est dommage d'avoir dû l'acheter, alors que potentiellement le Barça aurait pu s'appuyer sur un joueur formé, donc pourrait coûter beaucoup moins cher à l'achat. Ouais, c'est ça. Alors là, tu me tends la perche incroyablement pour parler un peu des éléments de la Masia, un peu quel jeune joueur pourrait toquer à la porte, un peu là qu'on peut voir chez le FC Barcelone, dans l'équipe A.
Moi, déjà, il y a un élément qui m'interpelle, c'est toujours ce milieu de terrain qui va être super fourni. Voilà, il y a comme tu as dit, Frenkie de Jong qui est encore jeune. On voit l'émergence de Pedri, qui a explosé la saison dernière aux yeux du monde. Il y a le petit Gavi qui vient de commencer aussi en championnat. Il y a le petit Nico aussi. Bon, il y a un panel de joueurs sur lequel s'appuyer pour le FC Barcelone qui est quand même assez encourageant. C'est plus qu'encourageant et puis ça va aussi dans l'avenir. Donc moi je trouve ça excellent. C'est comme ça que le Barça pourra se relancer. Et objectivement, un milieu de terrain, sans parler du troisième, mais déjà si ton milieu à 3 est composé de Pedri et de Frenkie de Jong, tu pars très très bien. Je dirais pas que c'est ce qui se fait de mieux en Europe parce que c'est encore jeune. Et il y a d'autres milieux de terrain qui ont prouvé, mais en tout cas c'est top 5, sans problème. Dans l'intelligence de jeu, oui, je pense qu'il y a du cerveau, il y a du QI football là-dedans. Et bon, sans compter après les éléments offensifs un peu qu'on peut distinguer. Il y a Ansu Fati qui a repris le numéro 10 de Messi, qui montre quand même que voilà, c'est une belle promesse des dirigeants barcelonais. Ils comptent sur lui, ils lui font confiance, parce que c'est pas facile de porter un numéro 10. Surtout au Barça, Maradona, Messi, c'est quelque chose. Ronaldinho. Mais on peut dire aussi que c'est très très symbolique le fait de donner le numéro 10 à quelqu'un qui sort de la Masia, à un joueur qui est formé chez toi. Moi je trouve que c'est plutôt positif plutôt que d'avoir filé le numéro 10 à une recrue comme Coutinho il y a 3-4 ans ou à Dembélé qui ne sont pas du club. Je trouve ça très très positif de l'avoir donné à Ansu Fati. Ah non mais c'est bien, c'est vraiment un beau geste. C'était un peu la crainte des supporters barcelonais de ce que j'ai pu voir sur qui va hériter un peu du numéro 10 de Messi, qui va pouvoir le porter, parce qu'en Liga on peut pas retirer de numéro. Donc à voir ce qu'Ansu Fati va pouvoir donner quand il va revenir, son entente, un peu son incorporation dans l'équipe. Mais c'est cette Masia qui va être la clé du renouveau un peu du FC Barcelone. Et parmi ces jeunes joueurs de la Masia qu'on a évoqué, surtout dans le milieu de terrain, il y a un nom qu'on n'a pas évoqué, c'est Riqui Puig. Et Riqui Puig, ou Riqui Puig, selon si vous êtes catalan ou pas, il est en conflit avec son entraîneur. Donc pour finir un peu dans cette vidéo récapitulative des problèmes du Barça et des solutions un peu pour l'avenir, c'est pas possible de ne pas parler de Koeman. Alors, est-ce que Ronald Koeman doit rester au FC Barcelone? Il a son contrat jusqu'en fin de saison prochaine, fin de saison là, juin 2022. On parle d'une prolongation d'1 an, sous réserve de résultats. Toi, ton avis, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que si il venait à réussir à un petit peu aligner les joueurs ensemble, à faire en sorte que tout le monde s'entende bien, que le Barça reprenne une direction dans son jeu qui soit claire, que tout le monde puisse comprendre et qu'il y a des résultats qui suivent. Alors résultats, ça ne veut pas forcément dire gagner un trophée, mais ça peut être peut-être faire un quart de Ligue des Champions, une deuxième place serrée en Liga. À ce moment-là, on pourrait conserver Koeman, mais vraiment sous réserve que des joueurs progressent, qu'on sente une vraie progression dans le jeu, une cohérence. Pour le moment, cette cohérence, elle est encore, on peut encore en douter. On n'en est pas là, on voit que c'est quand même assez balbutiant. On a vu même le début de saison du Barça où le club en but. L'année dernière, on a vu changement tactique en cours de saison. Donc c'est pas sûr qu'il amène cette stabilité. Et ensuite, je pense qu'à long terme, de toute façon, il y aura forcément un entraîneur qui connaîtra mieux la maison, qui a joué au FC Barcelone et qui portait le numéro 6, qui pourra mieux prendre le relais que Ronald Koeman. Je vois pas du tout de qui tu parles, c'est pas du tout mon joueur préféré. Non, on parle bien sûr de Xavi Hernandez qui fait des belles choses au Qatar dans le jeu proposé surtout. On peut voir des fois des extraits un peu de matchs où on voit vraiment une belle qualité de jeu. La qualité de jeu qu'on lui connaissait de toute façon au niveau du Barça. L'intelligence de jeu, le déplacement, la passe, c'est les préceptes de Xavi. Et c'est vrai que peut-être de revenir à la maison. Voilà. Bon, Koeman est de la maison, mais pas sûr que ce soit la même philosophie qu'un Guardiola, qu'un Cruyff ou qu'un Xavi. Donc voilà. Koeman stop ou encore, tout va dépendre de cette saison. Moi, je pense qu'il est nécessaire, si on veut faire une reconstruction, nécessaire de repartir de zéro. Et donc, voilà,
très bien Ronald, tu nous as assuré là pendant 2 ans, très bien, c'était 2 années compliquées, mais maintenant on repart de zéro, on enlève tout et voilà, et on reconstruit avec des jeunes, avec du recrutement malin, et pour ça, ils ont changé de président, ils vont changer de joueur, je vois pas comment ils peuvent ne pas changer l'entraîneur. Oui, c'est clair, avec Xavi qui a donc connu tous les grands succès de l'ère Laporta en plus. Donc pour moi, ce serait assez cohérent. Après, parce qu'on partirait du principe que Xavi remplacerait Koeman, pour moi, c'est sûrement ce qui va se passer. Si on regarde un petit peu dans les autres clubs ce qui s'est passé, comme par exemple la Juve avec Pirlo, qui a fait ses débuts qui ont été manqués, ou même Thierry Henry qui avait manqué ses débuts à Monaco, attention un peu à la hype qui peut se faire autour d'un ancien grand, un ancien illustre, qui serait de retour à la maison, et on voit que ça peut vite flopper. Donc attention quand même, mais je pense que comme tu dis, le fait que Xavi et les préceptes du club connaissent par cœur les gens, aura peut-être encore des anciens coéquipiers sur le terrain, ça peut vraiment faciliter son intégration et ça peut faciliter sa réussite au Barça. On n'en est pas là, mais pour moi, c'est quand même ça va être le chemin que Barcelone devrait prendre l'année prochaine, je pense. Oui, bon, après, tu fais le parallèle avec Pirlo, avec Thierry Henry, et je te rajouterai même Frank Lampard dans le lot à Chelsea. Je pense que la grande différence, c'est que voilà, Pirlo, Lampard et j'ai oublié Thierry Henry, c'était leur premier vrai job, leur premier vrai poste. Oui. Alors que Xavi, là, ça fait déjà au moins 3-4 ans qu'il est là-bas, il est en train aussi de développer ses capacités. Voilà, il progresse sûrement au quotidien auprès de ses joueurs, auprès de sa manière au niveau de sa manière d'entraîner, sa manière de coacher, de manager un groupe. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a été approché avant d'avoir Ronald Koeman. Je pense qu'il a été approché par la direction barcelonaise, mais qu'il a préféré prendre son temps, se développer un peu et ne pas arriver avec cette étiquette de pompier de service. Il y avait son nom qui était lancé dans les rumeurs dans un moment où Barcelone était vraiment à l'agonie. Hein. Donc là, peut-être qu'en phase de reconstruction, avec un environnement plus sain, plus tranquille, moins dans il faut sauver le soldat Barcelone, ça va peut-être aussi l'inciter à faire un peu plus et voilà, être un peu plus ouvert à la question d'un retour. Je pense que c'est qu'une question de temps. Oui, c'est qu'une question de temps, et moi j'aime bien le fait, comme tu dis, qu'il prenne son temps de voir dans un autre club comment ça fonctionne. C'est ce que fait aussi un mec comme Steven Gerrard en entraînant les Rangers, avant de, c'est sûr, reprendre Liverpool quand le club partira, selon moi. Les deux ont un petit peu le même système de faire, ils ont tous les deux joué que dans un seul club en Europe. Ils partent dans un autre pour s'aguerrir, ils reviendront, je pense, dans le club dans leur maison, chez eux, pour faire de grandes choses. Je pense que Xavi Gerrard, c'est un peu le même chemin, et comme tu dis, c'est pas forcément comparable à ceux qu'on a cités avant. Mais encore une fois, on n'en est pas là. Pour l'instant, il n'y a Koeman, et on va voir ce que Koeman va faire cette saison. Même en cas de bons résultats, le fait qu'il soit maintenu au club n'est pas non plus garanti, donc on verra. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça va être super intéressant, je pense, de voir Barcelone cette saison, un peu plus que les saisons précédentes, même s'il n'y a plus Messi. Mais justement, dans ce développement et dans cette évolution du groupe et de l'équipe, ça va être intéressant de les suivre. Et en tout cas, la Liga promet d'être serrée aussi. Donc voilà, ça va être intéressant. Un petit dernier mot pour conclure sur les raisons de ce déclin et un peu les solutions d'avenir du FC Barcelone. Je pense que nouvelle décennie rime pour eux avec complètement un carrefour. Ils peuvent réparer les erreurs du passé, rien n'est perdu, ces dernières années ont été catastrophiques, mais tout reste encore à écrire dans le football. Le football, c'est sans cesse une répétition, c'est sans cesse de nouveaux challenges. Donc je pense que le Barça peut vraiment repartir, mais voilà, il faudrait une gestion extrêmement rigoureuse à tous les étages. Retour à la catalanité, des joueurs du cru et voilà, un entraîneur plus tard qui sera quelqu'un qui connaît la maison. Barcelone peut redémarrer. Je pense que s'il fallait vraiment qu'on garde un mot, c'est que c'est très très important parce que le football a évolué avec le Barça au début des années 2010. Plein d'équipes s'en sont inspirées. Aujourd'hui, on voit que le football a totalement évolué grâce à eux. Donc pour moi, c'est très important que le Barça redevienne un grand club. Qu'on aime le FC Barcelone ou non, moi personnellement, ce n'est pas mon club favori. Mais je souhaite vraiment que le Barça redevienne un grand Barça, on en a besoin. Eh bien, parfait. Je ne pourrais pas mieux dire pour terminer cette vidéo, pour faire une belle conclusion.
Donc on suivra tout ça avec impatience et avec intérêt tout au long de la saison. On retrouvera des articles sur le site leclub115.com. On suivra aussi tous les championnats, toutes les informations, que ce soit les transferts, les rumeurs ou même l'avenir de Ronald Koeman sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook principalement. En attendant, nous, on a d'autres sujets à travailler. On reviendra vite vers vous sur YouTube et peut-être sur Twitch. Restez aux aguets pour quelques lives, notamment ce week-end. Je pense qu'on pourrait faire quelques petits trucs. Oui. Il y a un beau petit potentiel, je pense, ce week-end. Oui, il y a du potentiel. Donc, en attendant, on souhaite au Barça de se relever, de retrouver le jeu léché qu'on lui connaissait. Et en attendant la prochaine, ciao. Ciao tout le monde.